la région sud, au sein des services, voilà, ça y est, on voit le diaporama. La deuxième slide. Sachant que sa particularité, outre que, comme tous les réseaux ruraux régionaux, on est cofinancé par l'Union européenne et la région Sud, on est intégré notamment rattaché à la Direction générale adjointe de l'aménagement du territoire et du développement durable. Parmi nos moyens d'action, donc on est l'un des réseaux ruraux régionaux sur lesquels donc il y a 2 postes d'animatrices, l'une positionnée à Marseille et l'autre à Gap. Pour mettre en œuvre nos actions, donc on dispose d'un certain nombre d'outils, notamment d'outils de communication, un site internet qui retrace l'ensemble des activités, des informations qui intéressent la ruralité dans notre région. Et également, on diffuse une newsletter qui est adressée à un certain nombre d'acteurs de la ruralité dans la région. Parmi aussi les activités que nous organisons, donc tous les 2 ans, un forum qui réunit vraiment tous les acteurs de la ruralité pour échanger et s'informer sur les programmes européens, les politiques régionales dédiées à la ruralité. Étant donné que la dernière édition du forum s'est tenue très récemment, c'était le 27 mai dernier, qui était consacré à notamment l'accompagnement des territoires ruraux dans le cadre d'un aménagement durable. Et on dispose également, on met à la disposition des acteurs de la ruralité un certain nombre d'outils, que ce soit des guides, des espaces collaboratifs ou d'autres livrets, recueils de partage d'expériences. Donc, dans le cadre de nos actions, donc, on met en place des chantiers thématiques et des projets spécifiques. Parmi les chantiers thématiques, donc, sur lesquels on travaille, donc, l'un concerne l'accès aux services et notamment l'accompagnement numérique. Et le second aussi concerne l'animation du réseau régional des projets alimentaires territoriaux sur les questions de l'alimentation durable. Mais outre donc l'animation de réseau, on participe aussi à des projets européens. Ce fut le cas notamment pour le projet européen Sherpa, dans lequel donc les acteurs de la ruralité ont participé à une plateforme d'échange sur leur vision à long terme des zones rurales. Et également, on a été largement associés, partie prenante de l'élaboration de la stratégie régionale que la région a mis en place pour accompagner le développement durable des territoires ruraux et répondre aux besoins de ces territoires dans l'ensemble des besoins qui sont les leurs. Donc aussi pour finir sur nos missions, là comme vous pouvez le voir, donc nos activités rejoignent des activités assez traditionnelles des réseaux ruraux régionaux en termes d'information des acteurs de la ruralité, d'appui au programme leader comme les autres réseaux ruraux régionaux, qui est une part importante de nos activités, mais également on conduit des travaux thématiques comme vous avez j'ai pu le citer précédemment, et également on a de nombreuses interactions les autres réseaux ruraux régionaux, le réseau rural national également, et également on suit les travaux du réseau européen de la PAC. Outre ces missions traditionnelles, l'intérêt aujourd'hui était aussi de pouvoir communiquer sur les missions d'information qu'on peut avoir aussi auprès des communes rurales sur les financements auxquels elles peuvent avoir accès pour mettre en place les projets qui sont les leurs. Que ce soit via l'information sur les appels à projets, les dispositifs qui soient de la région ou d'autres ou émanant d'autres structures et d'autres entités, mais également on intervient aussi pour les informer sur les outils d'ingénierie qui peuvent être à leur disposition, comme c'est le cas pour le service Urban Vitalis, mais comme ça peut être aussi le cas sur les autres dispositifs mis en œuvre, notamment par la région, en accompagnement dans le cadre d'AMO qui peut être proposé, qui peuvent leur être proposés. C'est le cas par exemple en région sud sur l'accompagnement à la sobriété énergétique ou la lutte contre les dépôts sauvages. Donc dans ce cadre-là, notamment pour répondre à cette demande des petites communes rurales d'appui à l'ingénierie,
la région et donc le réseau rural aussi peut intervenir également dans le cadre d'échanges avec des associations de maires ruraux. Donc voilà, c'était une autre facette des activités du réseau rural régional sur lesquelles qu'on souhaitait mettre en lumière. Mais sans tarder, je vais du coup passer pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, passer la parole à Clémentine qui de la commune de Puget-Théniers pour nous présenter notamment son projet de friche et le retour d'expérience sur Urban Vitalis. Et ensuite, donc, ce sera la parole donc sera donnée à Raphaël Hakim, notamment pour revenir sur le service lui-même et l'accompagnement qui est proposé par Urban Vitalis. Clémentine, la parole est à vous. Excusez-moi. Bonjour, ça va, vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Donc Clémentine Chière, je suis chef de projet Petite Ville de demain sur la commune de Puget-Théniers. Donc je vais vous présenter brièvement le projet qui nous a amené à remplir un dossier sur la plateforme Urban Vitalis et vous parler plus globalement en fait du projet de la commune. Donc Puget-Théniers, c'est une commune des Alpes-Maritimes dans le 06. C'est une commune rurale qui est à la limite du 04, donc à la confluence entre une rivière, donc la Roudoule et le Var, le fleuve Var. C'est une petite commune de moins de 2000 habitants qui représente 20% des habitants de la communauté de communes, à savoir qu'on est la seule communauté de communes rurales du département et que Puget-Théniers est le bourg-centre de cette communauté de communes. D'où le fait que mon poste de chef de projet Petite Ville de demain soit situé dans la commune de Puget-Théniers. Donc c'est une commune avec 192 entreprises, avec une forte importance du secteur commercial et des transports, et de l'hébergement et de la restauration, avec une surreprésentation du secteur public. À savoir que sur notre commune, on a 12% de logements sociaux, donc de logements sociaux de format bailleurs sociaux avec Côte d'Azur Habitat et Habitat 06, qui sont des bailleurs sur la commune. Ce qui est quand même beaucoup puisqu'on n'est pas soumis à la loi, nous, étant donné qu'on a moins de 2000 habitants, qui aura un impact sur les besoins en matière d'habitat dans le centre ancien. Donc, dans le cadre de Petite Ville de demain, une ORT, une opération de revitalisation du territoire, a été signée avec donc un projet de territoire dans lequel nous, pour la commune, on avait 3 orientations principales: la qualité de vie des habitants, le développement économique et donc l'orientation habitat. À l'issue donc de l'ORT, on a rédigé une trentaine de fiches actions, plus ou moins à plus ou moins court terme, on va dire, et moyen terme, plus ou moins abouti. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, donc c'est la troisième orientation, l'orientation habitat, qui était donc un axe imposé dans l'ORT pour toutes les petites villes de demain. On a donc sur cette thématique-là, on a réalisé 10 fiches actions, donc qui concernent principalement la rénovation énergétique, la lutte contre la vacance en centre ancien. Donc là, on voit comme toutes les petits bourgs-centres que la vacance en centre ancien augmente au fil des ans. Et c'est difficile en fait pour les petites communes de lutter contre cette vacance en centre ancien et sur de l'habitat neuf et adapté. Donc sur cette orientation habitat et à partir de cette ORT, on a réalisé une étude plan guide avec un bureau d'études qui nous a donné les clés en fait pour un schéma d'action qui reprend, donc vous voyez ce schéma qui reprend un peu toutes les actions principales et prioritaires à engager sur la commune. Donc on a évidemment une voie verte à réaliser qui est dessinée en rouge, une promenade donc en vert tout le long de nos cours d'eau, donc la Roudoule et le fleuve Var. On a un quartier, donc Saint-Roch, qui est un quartier, une zone artisanale et commerciale, qui est située en plein cœur de village, mais qui nous semble éloigné parce que les trottoirs ne sont pas adaptés et qu'il y a 2 habitations au milieu. Donc on a travaillé sur cette thématique-là, ce quartier étant situé en face de la gare de la commune. On a également donc cet îlot rose là d'habitation qui reprennent l'église, qui sont situés derrière l'église donc et qui sont les HLM, donc la plus grosse partie des
des logements sociaux de la commune qui sont à requalifier parce qu'ils commencent à être très anciens. Et enfin, donc en bleu, là, on a le centre ancien avec l'idée de concentrer l'effort de la commune sur un îlot stratégique qui permettrait d'être un peu démonstrateur de ce qu'on peut faire en centre ancien pour que la commune donne le bon exemple et inciter les particuliers à rénover et à montrer que c'est possible de rénover en centre-bourg et d'en faire des logements confortables et adaptés aux usages modernes. Donc, à partir de ce plan guide, on a quand même un projet principal en parallèle du projet Habitat, c'est la requalification de notre centre-bourg, parce que quand on traverse la commune est toute traversante le long du Var, on voit beaucoup de stationnements, donc on a quand même un gros projet de requalification du centre urbain avec la mise en avant d'un jardin et la requalification des stationnements pour libérer de l'espace piéton en bord de 202 et dans le village pour améliorer la qualité de vie des habitants et également améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent en centre ancien. Donc, vous voyez ici entouré en rouge, c'est le lieu de l'immeuble 10 Caisson qui a été le centre d'intérêt en fait du dossier qu'on a déposé sur Urban Vitalis. Donc, juste pour revenir 2 secondes sur notre projet principal de requalification. Donc, à gauche, vous voyez l'état actuel du centre de la commune, on va dire, du lieu de vie, avec à droite un petit jardin qu'on souhaiterait réintégrer au centre ancien avec une passerelle et la requalification des stationnements en arrière du centre-bourg pour libérer ici tous ces stationnements à proximité de la rivière pour en faire une place provençale et piétonne qui redonnerait un peu d'espace aux personnes qui habitent en centre ancien également et à tous ceux qui viennent donc dans le centre-ville pour en faire un lieu agréable de balade pour les personnes aussi qui n'auraient pas d'extérieur. Voilà, donc ça c'est notre projet de requalification principal pour lequel on est en phase d'avant-projet. Pour ce qui concerne donc la friche habitat, donc l'îlot démonstrateur qui avait été prédéfini, c'était donc cet îlot qui est entouré de rouge avec surligné en rose là et vraiment sur le côté de l'îlot rose l'immeuble qu'on appelle Caisson. Caisson tout simplement parce que c'est le nom de la famille propriétaire de cet immeuble. Donc en fait c'est un grand immeuble en friche, donc c'est une friche habitat hein, et que les propriétaires souhaitent vendre. Donc c'était un îlot quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de foncier dedans. Donc ça permet de faire une réhabilitation euh, pour, avec pas mal de surface, on va dire, et éviter de faire des tout petits appartements un peu partout en centre ancien. Donc le projet de la commune, c'était pourquoi pas de racheter cette friche donc habitat, mais avant de l'acheter, les élus souhaitaient quand même avoir un petit état des lieux, savoir combien ça allait coûter au niveau de la réhabilitation, etc. Du coup, donc là vous voyez à droite l'état du bâtiment sur la façade principale, donc en limite du centre-bourg. Donc c'est une façade qui est exposée ouest en plus, qui rend l'immeuble aussi intéressant parce que il y a quand même de la luminosité qui rentre dedans. Donc, avant de l'acheter, donc les élus souhaitaient avoir une idée du potentiel et puis des coûts en fait de réhabilitation du bâtiment. Tout simplement en fouillant dans les ressources PVD, je crois que j'avais vu le lien à travers ces ressources-là. Donc j'avais été sur le site d'Urban Vitalise et j'avais déposé un dossier puisque je m'étais rendu compte que au-delà des friches usines ou des friches artisanales, on pouvait aussi déposer des dossiers pour tout ce qui était friche habitat. Voilà, on n'avait pas vraiment connaissance de cette chose-là. Donc j'en ai profité pour déposer un dossier très simplement et assez rapidement hein, sur Urban Vitalise en présentant le projet, en expliquant un peu voilà, les tenants, les aboutissants, enfin là où on en était du projet, expliquer que voilà, on avait besoin d'une étude préopérationnelle d'aide à la décision. Et en fait, à partir de ce dossier déposé sur Urban Vitalis, sur la plateforme en ligne, j'ai très rapidement été contactée donc, par les chefs de projet, les chargés de mission qui s'occupent d'argumenter et de nous aider en fait à comprendre déjà quel est le projet, à savoir qui sont les partenaires qu'on peut solliciter dans le cas qui est donc propre à notre commune. Donc, dans notre cas à nous, on a eu pas mal de choses qui nous ont été proposées, les portages par des partenaires comme parfois enfin, voilà, le PF, etc.
Mais principalement, ce qui a permis de continuer, c'était la mise en relation avec la région Sud qui nous finance des études préopérationnelles comme ça sur les friches habitat. Donc, on a de fil en aiguille réalisé des entretiens, des visios avec la région, notre communauté de communes qui n'a pas la compétence habitat, hein, d'où le fait que tout ça se passe en mairie, pour essayer de postuler à l'appel à manifestation d'intérêt friche de la région Sud. De tout ça a découlé la mise en relation de la NCT, de la Banque des Territoires, etc. Et finalement, on a eu une étude à bon de commande qui a été financée à 100% dans le cadre de PVD pour une étude sur ce bâtiment caisson. Donc, on a mis en pause la réponse en fait à l'AMI Friche, puisque là, c'était dans le cadre d'une étude préopérationnelle. On relancera peut-être le dossier selon les résultats des études si la commune décide d'acheter le bâtiment et donc de passer là en phase opérationnelle, travaux, etc. Puisque l'AMI répond à la fois à la partie études et à la partie, elle peut prendre en charge certains points de travaux, si je me souviens bien. Donc, on a eu en fait deux études à bon de commande de l'ANCT, une de l'ANCT et une de la Banque des Territoires, ce qui nous a permis de travailler sur deux bâtiments distincts. Donc, pour ce bâtiment caisson, c'est l'étude de l'ANCT qui s'occupe en fait de ce bâtiment-là. Donc, ils sont déjà venus visiter le bâtiment. On est en phase d'étude bâtimentaire, donc c'est pas des études structure à proprement parler, mais il y a quand même une analyse du bâtiment, une étude préopératoire là sur une étude des besoins de la commune, savoir ce qui serait bon de faire. Alors cet établissement, enfin cet immeuble a la particularité d'avoir des sous-sols qui sont d'anciens couvents. Donc, la première étude, ça a été une étude du cadre réglementaire et patrimonial. Et en consultant les bâtiments de France, puisqu'on a une étude qui n'est pas classée mais qui est inscrite et cet immeuble se situe dans le périmètre, on s'est rendu compte que les bâtiments de France avaient un réel intérêt pour déjà ils veulent visiter le bâtiment pour savoir un petit peu comment sont les caves et ce qu'on peut en faire. Il y a beaucoup de pièces qui sont voûtées. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ils nous ont fait toute une étude déjà sur le cadre réglementaire avec notamment le fait qu'on n'a pas de PLU, qu'on est au RNU, toutes les études de risques sismiques, incendie, on a pas mal de risques sur la commune, mouvement de terrain, etc. Ils nous ont également fait une étude des besoins donc de la commune. Donc, ce qui ressort, c'est que, en fait, on avait pour projet, pourquoi pas, dans cet établissement, enfin dans cet immeuble, de faire un habitat inclusif. Alors, l'étude a quand même révélé que toutes les voûtes et l'enchevêtrement du bâtiment dans le centre ancien rendent l'accessibilité PMR assez compliquée. Donc, c'est pas tombé à l'eau, mais il y a des marches un peu à tous les étages, des demi-niveaux. Et le fait qu'il y ait des voûtes rend le bâtiment assez difficile à réhabiliter en mettant tout au même niveau. Donc voilà, le fait de mettre un ascenseur, c'est aussi un peu compliqué, ils l'ont étudié. Donc ils partaient plutôt sur une proposition de faire des petits appartements, puisqu'ils ont interrogé pas mal de personnes dans le village, de partenaires, des agences immobilières, les bailleurs sociaux, etc., pour savoir quelles étaient les demandes qui étaient les moins pourvues. Et il s'avère que les T1 et T2 sur la commune sont pas mal demandés et on a peu de logements qui correspondraient à ce type, voilà, de typologie. On a une forte demande des jeunes actifs et des retraités pour des plus petits appartements. Voilà, donc ils nous proposaient pourquoi pas de partir sur ce genre d'appartement en réhabilitant le bâtiment. Donc, vous pouvez voir là déjà les premiers résultats de l'étude. On a 570 mètres carrés de surface utile, sachant qu'au niveau des rez-de-chaussée, on avait quelques bâtiments, quelques espaces qui étaient soit des logements, soit des locaux associatifs, soit des locaux commerciaux. Donc là, ça va être à la mairie de décider si dans l'étude de programmation, ils partent sur la moitié en logement associatif, en locaux associatifs, pardon, la moitié en locaux d'activité, sachant que c'est plus trop un quartier où on a des commerces. C'est plutôt un quartier où on a du service qui se situe à côté de la salle des fêtes, des écoles, de la crèche, de la mairie, etc. Donc voilà, donc on a eu déjà
Bon, là, c'est un état des lieux du bâtiment comme il est actuellement. Et on a déjà eu une analyse bâtimentaire avec une surface utile projetée et les possibilités que pourrait offrir le bâtiment en restant sans toucher en fait au niveau et à la structure du bâtiment. Donc voilà, on est en fin de phase 1 et tout ça est bien entendu sous réserve de la visite de l'architecte des bâtiments de France qui doit avoir lieu courant du mois de juillet. Voilà pour une présentation assez rapide de notre étude. Maintenant, pour la phase 2 de l'étude qui va être réalisée par la LCT, on va avoir un plan programme en fonction de ce que la commune choisit, donc par rapport à la répartition des surfaces à prendre en compte. Et donc, ils vont nous faire un bilan des opérations et des exemples de scénarios de montage opérationnel avec des bilans et surtout un chiffrage de ce que pourrait coûter la réhabilitation en fonction des scénarios qui sont choisis par la commune. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Merci Clémentine. Du coup, je vais proposer à Raphaël et à sa collègue de nous présenter le service maintenant qu'on a pu connaître cet exemple concret. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Oui, on va vous présenter un peu plus en détail le service Urban Vitalis. Donc, c'est un service public et gratuit qui a été lancé par le CEREMA fin 2020. Avec le soutien donc de beta.gouv.fr, qui est un programme de la direction interministérielle du numérique, et également le soutien du ministère de la Transition écologique. On a également eu un financement de l'ANCT pour ce programme. Donc le service, il est né, comme je le disais, fin 2020, et l'idée c'était de proposer une solution dans le cadre du zéro artificialisation nette pour permettre faciliter la reconversion des friches dans les petites communes. Et ce qui a été identifié en fait à ce moment-là, c'est qu'il y a eu donc une investigation lancée par le CEREMA pour essayer de comprendre quels étaient les blocages, qu'est-ce qui faisait que les friches n'étaient pas toujours utilisées comme levier pour construire la ville sur la ville plutôt que de faire de l'extension urbaine. Et à la suite de cette petite enquête, ce qui a été identifié, c'était entre autres un manque d'ingénierie pour les petites communes, une difficulté à se lancer dans ces projets qui sont quand même complexes, avec beaucoup de dimensions, et aussi des enjeux de pollution, de réglementaire, donc qui font que c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le service. Et c'est donc, comme je disais, un service public et gratuit qui oriente les collectivités vers les acteurs, les dispositifs, les étapes pour les aider à débloquer leur projet de friche. C'est donc un service qui se base sur un outil numérique, et Raphaël vous le montrera juste après, mais aussi avec des humains derrière. Et c'est important pour nous de le répéter parce que il y a vraiment des interactions, et c'est aussi un peu le cœur du service, c'est de pouvoir échanger et de vous proposer des conseils qui soient adaptés en fonction du besoin de la collectivité. Donc Raphaël et moi, on est 2 conseillères au niveau national, urbanistes de métier, avec cette petite spécialité sur les friches. Et par ailleurs, sur l'outil numérique qui travaille en collaboration avec nous, il y a plus de 500 acteurs locaux aujourd'hui volontaires, essentiellement des services de l'État, donc en DDT, DDTM, mais également quelques régions, notamment la région Sud, quelques EPF, certains conseils départementaux, et puis les antennes locales du CEREMA peuvent aussi être présentes et participer au conseil. Pour faire peut-être un petit point de définition, parce que c'est une question qui revient souvent, et ça a été dit là sur l'exemple de Puget-Théniers, mais nous, on s'arrête pas du tout juste à la friche industrielle, parce que c'est vrai que c'est ce à quoi on pense en premier, et on voit d'ailleurs qu'on a dans le nombre de projets accompagnés quand même un tiers de bâtiments industriels, mais c'est pas du tout les seuls bâtiments qu'on considère comme friches.
Nous, on s'appuie sur un peu la définition du code de l'urbanisme, qui est donc tout bien bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'État ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Mais en fait, voilà, ça peut être. En fait, il y a pas on essaie de pas avoir une définition trop restrictive. Donc, ça peut être aussi bien un site patrimonial. Il y a des châteaux, des presbytères. Ça peut être des logements vacants, des commerces vacants, des fonciers qui ont été pollués ou non. Donc c'est assez large. Juste ce qu'on va exclure assez automatiquement, c'est les friches agricoles ou naturelles, parce que du coup c'est quand même un service, je vous le disais, qui s'inscrit dans le cadre du zéro artificialisation nette. Donc l'idée c'est bien de parler de sites ou de bâtiments où il y a eu un moment la main humaine et l'artificialisation. En quelques chiffres, aujourd'hui Urban Italy, c'est donc 570 projets qui nous ont sollicités, qu'on a accompagnés. C'est une quinzaine de projets par mois en moyenne. Et 75% des collectivités qui nous sollicitent passent à l'action, donc suivent les recommandations qu'on leur fait. Donc on est assez contente de ce chiffre parce que bon, bah, je pense que vous connaissez la réalité aussi des petites collectivités. Parfois, il y a des projets qui sont dépriorisés. Politiquement, il y a d'autres choses à gérer. Donc 75% qui agissent, c'est déjà relativement un bon score, disons. D'autant plus que voilà, il y a à la fois d'autres choses à gérer, il y a une complexité propre. Donc voilà, il peut se passer d'autres choses dans la vie de la collectivité qui fait que sur le moment, c'est pas forcément voilà, le temps long de la friche, ça peut mettre du temps avant d'agir et c'est des projets qui mettent en moyenne 8 ans avant vraiment de sortir de terre. Sur la cible, donc les collectivités qu'on accompagne, on peut accompagner tout le monde, mais il se trouve quand même qu'on a 40% des collectivités qui nous sollicitent qui ont moins de 2000 habitants et 70% moins de 5000, avec presque la moitié des communes qui sont des communes petites villes de demain. Donc c'est aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi là qu'on va avoir le plus de valeur à ajouter et d'aide à apporter. C'est sur les communes qui sont peut-être de plus petite taille, les communes et les EPCI d'ailleurs, où il y a peut-être un peu moins d'ingénierie en interne, d'expérience sur ces sujets de reconversion des friches. Comment ça se passe concrètement côté collectivité? On vous donne rendez-vous sur notre site urbanvitalis.fr, mais ça, Raphaël vous montrera juste après, où vous pouvez nous solliciter. Donc, une fois que vous avez identifié une friche sur laquelle vous avez un projet ou envie de faire quelque chose, mais que vous savez pas par où commencer, ou alors vous avez commencé, mais vous rencontrez un blocage particulier, que ça peut être pour le financement, pour gérer la maîtrise foncière, pour la pollution, pour la programmation. Quel que soit votre blocage, vous allez sur urbanvitalis.fr et vous cliquez sur nous solliciter. Vous allez avoir un petit formulaire assez basique à remplir. Et dans un second temps, un questionnaire un peu plus détaillé pour renseigner les informations sur la friche, ce qui nous servira à la fois à nous, bien sûr, côté conseiller, pour mieux comprendre le contexte, mais aussi qui sert souvent, le plus souvent, des collectivités nous disent que ça leur est utile parce que ça leur permet un peu de regrouper les infos et de se rassurer sur on s'est posé les bonnes questions, on a vérifié les bons éléments et on a toutes les infos au même endroit. Ensuite, la deuxième étape, c'est que donc Raphaël ou moi, on va systématiquement revenir vers vous, soit par téléphone, soit en visio pour proposer un point pour un peu éclaircir ce que vous avez renseigné, voir un peu quel est le projet, quels sont les besoins et ce qui va pouvoir vous aider. Ça, c'est un temps d'échange qui est essentiel pour être sûr d'avoir bien cerné le contexte. Et suite à ça, on peut éventuellement impliquer les acteurs publics locaux qui sont concernés ou alors leur partager un compte rendu. En tout cas, l'idée, c'est que les informations échangées puissent être accessibles à tous ceux qui sont concernés du moins. Et puis enfin, suite à cet échange, donc on va vous proposer des recommandations personnalisées. Donc pour l'idée, c'est que ça puisse vous permettre d'avancer. Donc il y a eu des choses citées tout à l'heure, par exemple le dispositif régional pour la région sud ou des aides en ingénierie de l'ANCT. Pour vous donner un peu des exemples, il y a un peu des acteurs ou des dispositifs un peu clés auxquels on pense de manière un peu systématique. Donc, s'il y a des questions sur la pollution des sols, l'ADEME, c'est un interlocuteur important et qui va pouvoir notamment vous aider sur la formalisation des études à mener pour identifier l'historique et la pollution du sol. Si l'enjeu c'est plutôt d'acquérir le foncier, qu'il y a peut-être des problèmes avec le propriétaire ou que la commune n'a pas immédiatement l'argent à sortir pour acheter, ça peut être d'aller s'entourer avec l'établissement public foncier qui va pouvoir accompagner le processus.
S'il n'y a pas encore de projet, quand ce n'est pas encore exactement sûr de quoi faire, il y a des acteurs qui peuvent vous aider à réfléchir à la programmation. On peut penser notamment au CAUE. Donc ça, c'est un peu des exemples d'acteurs entre guillemets classiques, mais déjà en fonction de vos situations, ce ne sera pas forcément pertinent. En fonction de votre territoire aussi, je pense notamment pour l'EPF, il y a des territoires où il faut être adhérent. Donc on fait pas du fléchage automatique, et c'est encore une fois pour ça qu'on prend le temps aussi de discuter avec vous, de voir bien le contexte. Et il peut y avoir des dispositifs qui sont seulement sur certains territoires ou qui vont correspondre en fonction de votre besoin. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de faire du cas par cas. Et pour récapituler un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, donc comment on va vous accompagner, ces conseils-là, quelle forme ils vont prendre. Ça va être un point qui revient souvent, la méthodologie. Donc essayer de vous guider dans les étapes, les procédures, par où on commence, comment mener un projet de reconversion de friche. Donc je le disais, l'identification des acteurs pertinents. Donc c'est par exemple les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, mais conseils départementaux, conseils régionaux. Il y a des acteurs un peu plus spécifiques en fonction du projet qui est envisagé et du type de foncier. Nous, on essaye aussi de vous donner le bon contact pour que ce soit plus facile si vous avez pas, si vous connaissez pas cet acteur, de pouvoir le contacter directement. On va aussi pouvoir vous aider à formuler les besoins. Donc c'est aussi l'objet de l'échange dont je parlais, savoir quelles études vous pouvez réaliser, quelles études vous avez besoin à ce stade. Et pour le lancement de l'étude, on va pouvoir vous fournir des modèles, des exemples de cahiers des charges qui peuvent inspirer, parce que c'est pas toujours facile de savoir exactement quelles exigences avoir pour ce type d'études préalables. Et enfin, peut-être le nerf de la guerre, et ce qui revient peut-être le plus systématiquement, même quand il y a d'autres besoins à côté, c'est l'identification des sources de financement. Donc c'est vrai que nous, on connaît bien les dispositifs dédiés aux friches, mais aussi les dispositifs qui peuvent être en fonction de la programmation. Si vous faites du logement ou de l'activité économique, vous n'allez pas forcément mobiliser les mêmes aides. Donc on essaie de vous aider à faire un peu le tour des partenaires qui peuvent être mis autour de la table pour faire avancer le projet et le financer à terme. Donc ça, c'est un peu les grands classiques. En revanche, ce qu'on ne fait pas là où notre intervention va s'arrêter, c'est que donc déjà, notre rôle, c'est pas de recenser les friches. C'est une question qu'on nous pose souvent. On n'a pas vocation à être exhaustif sur le territoire. C'est vraiment quand une collectivité a besoin d'aide qu'on l'accompagne. Donc le recensement des friches, c'est vraiment l'outil carte aux friches. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on a en revanche un lien avec eux, c'est-à-dire que quand vous nous sollicitez, vous le verrez, Raphaël vous pourra vous le montrer, mais il y a une petite case à cocher pour dire est-ce que vous acceptez d'être recensé sur la cartographie nationale des friches, et ça nous permet, si vous l'acceptez, que la friche soit éventuellement recensée sur cette cartographie. Mais donc on alimente un recensement des friches, mais on ne le fait pas nous-mêmes, c'est pas notre rôle. On n'est pas non plus une AMO, on fait pas d'études, on va pas par exemple évaluer les scénarios d'aménagement. Et on dit c'est important, c'est pas parce que vous nous sollicitez que ça remplacera une étude, une AMO. L'idée c'est vous aider à vous lancer pour aboutir à ça, mais comme on n'est pas sur le terrain, forcément c'est limitant et ça remplace pas ces études-là qui sont précieuses aussi pour faire avancer les projets. Donc on se déplace pas sur le terrain, je le disais, ce qui implique qu'on ne participe pas aux négociations, on participe aux rencontres avec les acteurs et les partenaires. On n'instruit pas non plus les dossiers, et je pense notamment quand on met ça, on pense notamment au fonds vert. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais en tout cas c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur le fonds vert et la mesure friche spécifiquement du fonds vert, puisque c'est vrai que c'est un peu la grande aide à laquelle on pense quand on pense aux friches. Ça, c'est vraiment les services de l'État qui sont vos interlocuteurs privilégiés, qui vont instruire ces dossiers-là et valider ou non les dossiers et les demandes de subvention. Et enfin, sur la phase opérationnelle, forcément, on est un peu moins pertinente puisque normalement, à ce moment-là, ça roule bien et vous avez des acteurs sur le terrain qui ont pris le relais. Après, si vous avez des questions, on est toujours dispo et on est toujours aussi ravis d'avoir des nouvelles des projets qui avancent et de savoir où vous en êtes. Mais c'est vrai que nous, on est quand même plutôt en amont, ou en tout cas au moment un peu de la préparation du projet. Je vais laisser la parole à Raphaël qui va vous montrer l'outil concrètement pour compléter notre propos. Hop, j'arrête de partager l'écran. Bonjour à tous, je vais profiter pour partager mon écran pour vous présenter l'outil et à quoi il ressemble pour avoir un peu plus de concret. Normalement, vous voyez mon écran ici. Ça, c'est la page d'accueil d'Urban Vitalise. C'est un site qui se veut le plus simple possible, justement pour que la prise en main soit facile. Donc là, si vous voulez nous demander conseil sur une de vos friches, il suffit de cliquer sur la page d'accueil sur « Demander conseil sur une friche ».
ce qui paraît normalement logique. Et quand vous cliquez, vous arrivez sur un premier questionnaire d'informations assez standards qui sont donc le titre de votre demande, l'adresse de la friche, la commune sur laquelle elle se trouve, et pourquoi vous nous sollicitez, si vous rencontrez un point de blocage précis, si au contraire c'est le début et donc vous ne savez pas trop par où aller. L'idée c'est de nous dire un peu quelle est la friche ici, de la qualifier rapidement et de nous dire quel est votre point de blocage à ce stade. Ensuite, il y a deux questions qui sont assez rapides. C'est juste histoire de savoir si vous voulez, comme le disait Anouk, être intégré à Cartofriche, qui est l'outil national de recensement des friches. Et donc ça peut servir dans le cas où vous souhaitez visibiliser votre friche à des porteurs de projets et qui vont se référencer, eux, sur cet outil-là et donc qui vont voir apparaître votre friche. Et donc nos deux services communicants, ils verront votre friche si vous cliquez oui ici. Et après, juste ça, c'est pour nous un peu de reporting, savoir comment vous avez découvert Urban Vitalise. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez rempli ce champ-là, votre dossier est créé et on arrive donc sur votre dossier en ligne. Donc là, j'en profite pour vous montrer celui de Puget-Théniers qui est l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Vous avez là la page d'accueil, donc l'onglet présentation qui reprend les éléments que je viens de vous montrer quand vous déposez un dossier. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un aperçu qui nous donne le maximum d'informations sur cette page-là, le résumé en quelque sorte. Donc avec à droite le demandeur, donc le porteur de projet, donc ici Clémentine Chier, avec le mail, le téléphone. Elle aurait pu inviter d'autres personnes de la collectivité sur le dossier en cliquant ici sur inviter. Et il y a aussi une équipe de suivi. Et donc l'équipe de suivi, ce sont les fameux 500 partenaires qui sont sur la plateforme. Et donc ce sont des acteurs locaux qui peuvent se positionner si le dossier les intéresse quand ils voient qu'il arrive sur la plateforme. Donc là, nous avons Salomé et moi qui sommes deux urbanistes de Urban Vitalise, mais également le conseil régional, donc Alexandre Silia, qui a vu le projet et qui nous avait justement demandé dans un onglet spécifique pour les conseillers de voir s'il pouvait répondre à l'AMI friche et auquel cas lui mettre la recommandation sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier onglet, c'est un peu histoire d'avoir les informations principales sur le dossier. Ensuite, il y a un onglet état des lieux qui est un peu plus précis, qui est un onglet qui est déclaratif par le porteur de projet qui dépose son dossier et qui est de qualifier la friche sur différents aspects, donc différentes thématiques qui vont de la propriété, de la nature, de la pollution, du contexte de la demande, du projet qu'il pourrait y avoir, de l'environnement urbain. Et donc là, c'est un premier outil méthodologique pour les collectivités. En tout cas, c'est le retour qu'on a. C'est que c'est précieux pour elles aussi parce que ça permet de faire un premier inventaire de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque comme information sur la friche pour pouvoir la qualifier au mieux. Et on essaye toujours de pouvoir préciser sur chaque question quand vous répondez à cet état des lieux. Donc, vous avez cette question en QCM où vous pouvez répondre. Et à côté, on a toujours un encart qui vous précise pourquoi cette information peut être intéressante pour qualifier votre friche et le cas échéant, où vous pouvez trouver cette information si vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est un premier exercice qui permet déjà pour vous de vous rendre compte un peu où vous en êtes sur votre connaissance de la friche. Et en fait, ça nous permet à nous d'avoir aussi cette connaissance et de la partager entre tous les acteurs qui ont accès au dossier. Donc une fois que vous déposez votre dossier, tout acteur local qui est sur Urban Vitalise, donc DDT, région, etc., aura accès à cette partie-là de votre dossier et pourra avoir connaissance des informations que vous mettez là. Donc ça permet d'avoir un outil qui centralise les données et permet de les partager au plus grand nombre. Après, il y a un onglet qui est un onglet de conversation. Donc là, c'est à destination de toutes les personnes présentes sur le dossier. Là, on peut voir qu'on avait échangé principalement pour caler le rendez-vous visio qu'on avait eu. Et il y a un autre espace conversationnel qui est un espace entre conseillers, que là, je peux vous montrer. C'est justement la région PACA qui nous disait qu'elle était que la personne en charge de l'AMI Friche nous contactait pour voir si la commune pouvait être éligible. Et donc voilà, c'est un espace qui est hors demandeur, porteur de projet et plus entre les personnes qui sont l'équipe de suivi. Il y a un onglet qui est fichier ici, qui est pour partager des fichiers, assez basique. Et le dernier onglet, qui est un peu le cœur et donc ce dont on vous parlait tout à l'heure, qui est l'onglet recommandations et qui permet de centraliser les fiches ressources
qu'on a sur la plateforme et qu'on met spécifiquement pour un projet en particulier. Donc ces fiches ressources, on les capitalise au fur et à mesure des dossiers qu'on a traités. Donc aujourd'hui, je vous montrerai juste après, on peut toutes les retrouver ces fiches à un endroit dans un esprit de transparence. C'est pas un onglet qui est très lisible encore et c'est un peu indigeste. L'idée c'est bien que nous, on vienne vous mettre celles qui sont pertinentes pour votre projet dans votre dossier, mais vous pouvez avoir accès à toutes si vous le souhaitez. Là, donc ça se présente comme ça, cet onglet. Vous y voyez toutes les ressources qu'on a pu mettre dans le dossier. Donc, celui qui pourrait nous intéresser là, qui a permis en fait la première mise en contact avec la région, puis après de suivre le projet et la mise en contact avec l'ANCT par la suite, c'est celui-là qui est un appel à projet qui avait lieu dans la région PACA. Donc une fiche se présente comme ça, on présente l'appel à projet, un petit résumé, l'appui qui est proposé par cet appel à projet, le financement qu'il recouvre, qui est éligible, et après il y a toujours un petit paragraphe de passer à l'action, c'est-à-dire comment, une fois que j'ai cette information, je peux la mettre en action. Donc ça, c'est la fiche ressources, et sur la droite, il y a un petit commentaire qu'on vous met, nous, pour vous dire spécifiquement pourquoi on pense que cette fiche correspond à votre projet. Et après, la collectivité, donc là, c'est ce qui a été fait, peut nous indiquer si elle laissait en cours, fait ou non applicable. C'est les trois cases que vous voyez en haut. Et donc là, c'est inscrit comme en cours parce que ça avait été, le contact avait été pris. Et ça nous aide aussi, nous, pour suivre l'avancée un peu des recommandations qui ont été faites, voir où ça en est. Ça peut vous servir en tant que collectivité pour voir un peu l'avancement de ces fiches ressources-là. Voilà, il y a deux présentations. Il y a une qui est en ressources à la suite, en liste, et une qui est en tableau. Donc voilà, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Donc pour vous montrer un peu, voilà, toute l'étendue des ressources qu'on peut avoir. Donc il y avait un financement qui était l'AMI PACA. Ça peut être aussi de se dire que ça pourrait être utile de faire appel à un acteur local. Donc là, on avait présenté par exemple le CAUE. Ou une méthodologie, et donc pardon, non, il y avait l'EPF aussi en acteur, ou l'agence du territoire, des cahiers des charges, et après les études qui peuvent être cofinancées par la Banque des territoires dans le cadre de Petites Villes de demain. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a les 7 recommandations qui sont là. Elles ne bougent pas, le dossier n'est pas détruit. Et même là, il permet de vivre. Et donc, ça permet aussi de retourner dessus, de pouvoir se dire qu'à un moment, si une fiche n'était pas spécialement pertinente à ce moment-là du projet, mais qu'on a en tête qu'elle est là et que finalement, elle le devient plus tard, on peut retourner sur son dossier. Et il sera toujours en ligne. Et vous pouvez mettre à jour l'état des lieux au fur et à mesure. Et les personnes sur le dossier auront une notification qui les informe que justement un nouveau document est mis. Et après, je vous présenterai. Donc ça, pour le dossier, c'est ça le principal. L'idée, c'est que ce soit simple. C'est un dossier, une page internet avec plusieurs onglets qui normalement sont assez clairs pour que vous puissiez vous y retrouver. Et dès qu'il se passe quelque chose sur un dossier, vous avez une notification. Là, l'onglet ressources dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu l'onglet qui est accessible sans avoir de compte, qui capitalise les ressources qu'on a créées depuis le début de la plateforme. Donc, on est début 2021. Et donc, aujourd'hui, il y a 500 ressources qui présentent des procédures, des financements, des acteurs. Et donc, l'idée, voilà, ça peut être si vous savez un peu ce que vous cherchez et donc que vous voulez avoir plus d'infos sur le CAE, je n'ai pas très bien, vous pouvez aller cliquer sur CAE pour avoir la petite fiche ressources qui est disponible. Voilà, vous avez un peu tout qui est ici. L'idée, c'est qu'on puisse tout partager et être transparent sur ce qu'on produit, mais c'est pas forcément encore le plus digeste là. L'idée, c'est bien que vous ayez un dossier, vous puissiez le suivre et qu'on vienne vous mettre les bonnes ressources dessus. Et donc, je vais arrêter mon partage maintenant. Et voilà, on en a fini pour la présentation d'Urban Vitalise et on est ouvert aux questions, si vous en avez. Pour les questions, si vous en avez, je vous propose de lever la main en bas à droite et ensuite je désactiverai votre micro. On peut faire peut-être, Mathéo, dans un premier temps, on a une collègue de la région qui est connectée et qui, du coup,
peux également te présenter l'outil qui a été mis en place en région Sud concernant l'Observatoire régional des friches. Ça peut aussi utilement compléter déjà les présentations qui ont été faites. Amélia, je sais pas si Je suis là. Voilà. Donc, bonjour, juste je me permets de parler juste quelques minutes d'un dispositif qui existe en région Sud. Donc, depuis mars 2025, on a lancé un observatoire régional des friches urbaines et agricoles avec le CEREMA et la SAFER locale. Donc, je vais je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer la page et je vous donnerai, je mettrai l'adresse pour que vous puissiez aller sur notre site internet. Donc, on a une page où il y a tout ce qui est expliqué. Donc, pourquoi on fait. Donc, nous, on se concentre sur l'inventaire des friches. Donc, on a décidé de travailler conjointement avec le CEREMA et la SAFER pour croiser des données et relever des friches potentielles. Donc, on parle bien de friches potentielles liées à des croisements de données. On sait très bien qu'il y a des friches qui ne sont pas des friches. Ces données, on les trouve dans deux outils. Il y a un outil Urban Simul. Donc, dans Urban Simul, il y a une nouvelle fonctionnalité. Donc, Urban Simul, c'est un outil du CEREMA qui est ouvert à tous les acteurs publics. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui existe depuis 2025, c'est la fonctionnalité cercle, ce qui permet d'avoir un espace de travail collaboratif qui est ouvert à un nombre de personnes restreint. Donc, on a créé un cercle sur toute la région et tous les acteurs publics de la région Sud, s'ils le veulent, peuvent y avoir accès. Il faut juste remplir les différentes conditions. C'est un, avoir accès aux fichiers fonciers. Deux, que vous ayez demandé après, vous ayez créé votre compte personnel Urban Simul. Et trois, qu'on vous rattache au cercle. Donc ça, c'est un des outils qu'on a. On a un deuxième outil qui s'appelle OpenFrichMap, qui est un outil un outil sur smartphone qui permet d'aller sur le terrain et de relever les friches urbaines ou agricoles. Et ces données, après, vous prenez une photo, vous localisez et vous dites quel type de friche c'est. Et tout ça, après, c'est basculé dans Urban Simul. L'outil crée la carte d'identité de l'espace et vous avez des friches potentielles. Et après, les collectivités, si elles veulent bien, elles peuvent qualifier leur friche et dire oui, c'est une friche, non, c'est pas une friche, et typifier la friche si ça l'intéresse. Donc, nous, on est plutôt en amont d'Urban Vitalise. Si vous le souhaitez, la friche peut aussi, comme dans Urban Vitalise, remonter sur Cartofriche. C'est décidé friche par friche, ou ça peut être décidé pour l'organisme. Donc voilà, donc sachez que on a un dispositif qui existe, donc qui est détaillé sur cette page, je vais vous mettre le lien. Ici, vous avez des guides pour vous connecter à Urban Simul, pour utiliser l'observatoire des friches dans Urban Simul, pour utiliser OpenFrichMap. On a aussi créé en 2024 un guide méthodologique qui explique bien ce que c'est une friche, comment on le repère, et où on avait aussi listé un certain nombre pas de procédures, mais de services comme Urban Vitalise ou ceux de l'ADEME ou le Fonds Vert ou l'AMI Friche. Ah. Voilà, donc sachez qu'on a fait une réunion de lancement, un webinaire le 3 mars, que vous avez les présentations et le webinaire qui est présent sur notre site, qu'on a fait notre premier atelier départemental dans le Var il y a 15 jours, donc pareil. Donc là, on a fait les présentations. Il y a les présentations. On espère faire d'ici la fin de l'année 3 autres rendez-vous suivants. Alors, c'est basé sur les espaces Radet. Hein, donc, il y a l'espace rhodanien qui est plutôt le 1384. Il y a l'espace alpin et sur l'espace aussi azuréen qui est dans le 06. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, on a mis d'autres documents ici. Voilà, il y a aussi une revue de presse. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, voilà, je me permettais de vous présenter ce qu'on fait et qui est complémentaire à Urban Vitalise et qui est plutôt en amont. Voilà, Christelle, je voulais pas prendre la parole plus que ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.
Donc, je vais juste mettre le lien de la page dans le chat. On a Fabien Rideau qui demande si OpenFrieshMap est aussi opérationnel à l'extérieur de votre région. Non, pas encore. C'est centré sur la région sud. Mais il y a beaucoup, je sais, de SAFER qui sont en train de réfléchir à ce que cette fonctionnalité soit ouverte à d'autres SAFER. Donc, il faut se rapprocher de sa SAFER. A-t-on des questions sur l'une ou l'autre des présentations qui ont été faites à l'instant? Sinon, ça veut dire que c'est très clair, sans doute. Moi, j'ai une question pour Raphaël et Anouk sur Urban Vitalis. Est-ce que vous savez est-ce que vous utilisez beaucoup de cofinancement leader pour réhabiliter certaines friches? Alors, Dis, Raphaël, vas-y. Pardon, du coup, on se synchronise. Oui, ça, c'est surtout leader, effectivement, enfin, dans les fonds européens. Comme je le disais, on s'adresse pas mal aux communes rurales. Et donc, c'est un dispositif qu'on aide aussi les communes à identifier parce que c'est parfois les fonds européens pour les petites communes, ça fait peur. Et justement, leader, c'est un bon moyen de les appréhender parce que c'est géré localement avec des stratégies définies par le groupe d'action locale. Et souvent, alors ça dépend toujours du projet, en fonction de ce qui est défini dans la stratégie leader et de ce que la commune souhaite faire sur sa friche. Mais notamment quand on pense à de la revitalisation en centre-bourg ou quand il y a des dimensions patrimoniales, touristiques, tout ça, ça c'est souvent une bonne piste pour financer les projets. Merci. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur savoir si vous allez recevoir la présentation. Oui, on peut vous l'envoyer en fonction de si Anouk, Raphaël et Clémentine sont OK avec ça. Toute ou partie d'ailleurs, on verra, on en parlera. Et sinon, il y aura une rediffusion du webinaire qui sera publiée également. Donc voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je laisse quand même les gens potentiellement mettre des messages ou lever la main. Vous avez tous les liens qui ont été mis par les différentes personnes qui sont intervenues dans le chat, donc n'hésitez pas. Ah, Claire Offret, je vous laisse la Oui, parole. merci. Moi, j'avais une question pour Clémentine. Vous nous avez parlé du coup de la friche Habitat de l'immeuble Caisson. Est-ce que vous avez beaucoup d'autres friches au niveau de Puget-Théniers ou pas? Alors, on a une friche industrielle, on a une ancienne menuiserie, une grosse usine de meubles qui représente un foncier encore important, mais pour lequel la mairie non plus ne maîtrise pas le foncier. Au niveau des friches habitat, on est aussi en train de faire toute une étude de recensement des biens sans maître. Parce que c'est vrai que dans le centre ancien, alors on n'a pas encore le détail bâti, non bâti par rapport aux biens sans maître, mais voilà, on a d'autres friches. Mais alors pour le coup, les autres petites friches habitat, ce serait vraiment des petits appartements en centre ancien pour lesquels il n'y a eu aucune succession ou qui ont été abandonnés. Euh, mais des gros bâtiments comme l'immeuble Caisson, on n'en a pas vraiment d'autres, hein, à ma connaissance. Voilà. Et le recensement des biens sans maître, vous y prenez comment? Alors là, on a pris un bureau d'études à partir de l'association, je sais plus si c'est l'association des maires ou l'association des maires ruraux avec qui nous avait suggéré un bureau d'études. Donc la phase 1 de l'étude en général, c'est des biens potentiellement sans maître. En gros, on regarde, enfin, le bureau d'études regarde au cadastre tous les biens pour lesquels le propriétaire a plus de 120 ans, par exemple. Alors, c'est pas forcément des biens sans maître, hein. Après, il y a toute une procédure, il y a différentes manières d'acquérir les biens. Mais voilà, nous, on n'en est qu'à cette phase 1 et comme on a quand même pas mal de parcelles et de biens concernés,
après à la collectivité de faire le tri, on va dire, et de voir quelles sont les parcelles qui pourraient être intéressantes. Être sûr que ces biens soient vraiment des biens sans maître et pas juste des successions qui n'ont pas été faites ou qui prennent du temps. Et bon, nous, on est encore un village, donc il y a quand même des choses qu'on sait plus ou moins par rapport, voilà, en discutant avec les gens, on sait qu'il y a des biens qui sont pas sans maître. Mais voilà. Et après, la phase 2, bah, c'est définir quel type de bien potentiellement sans maître, de quel bien, de quel type de bien il s'agit. Parce qu'on peut en acquérir de droit, voilà. Il y a aussi la SAFER, d'ailleurs, je crois, qui aide les collectivités pour tout ce qui est terrain non bâti, terrain agricole, etc., qui sont sans maître. On avait été en Ok, contact avec notre référente, nous. Voilà. Mais super. si besoin, je pourrais vous envoyer des éléments si vous voulez. Oui, je veux bien. Ouais. Je mets mes coordonnées dans le chat. Bon, eh bien, si nous n'avons aucune question ou intervention, on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci à tous en tout cas et à toutes, et merci aux différentes intervenantes, c'est très intéressant. J'espère que ça a donné des idées aux potentiels porteurs de projets, collectivités, etc., qui s'interrogeaient sur Urban Vitalis et sur l'accompagnement qui était proposé. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi. beaucoup. Merci, bon Merci. après-midi. Bonne journée. Merci.